Monte Cristo propose du bourgeois au regard de l'idéologie propre au roman populaire, telle qu'elle semble se manifester de façon exemplaire dans les mystères de Paris d'Eugène Sue. Héritier de la tradition du conte oral comme de la littérature de colportage, influencé par le mélodrame et la gothic novel, le roman populaire prend son essor en France à partir des années 1820-1830, favorisé par l'expansion rapide et importante de l'alphabétisation qui démocratise l'accès à l'écrit et fait ainsi émerger un nouveau lectorat avide de fiction. Le roman est dit populaire, non seulement lorsqu'il s'adapte à l'appétence d'un public très large, mais surtout lorsqu'il semble s'adresser en priorité aux couches sociales les plus éloignées de la culture élitiste. C'est d'abord en tant qu'objet que le roman devient populaire, c'est-à-dire accessible, au sens pécuniaire du terme, aux plus humbles. En effet, alors que le coût d'un volume est encore prohibitif au vu du salaire journalier des ouvriers et encore plus des domestiques, sa diffusion est favorisée par un triple facteur. Le développement des cabinets de lecture, qui offrent à un grand nombre de personnes la possibilité de lire sur place ou de louer des livres pour un tarif modique, l'invention du format de poche par Charpentier, qui permet désormais aux éditeurs de proposer des volumes de plus en plus abordables. Enfin, et c'est probablement l'élément essentiel, le lancement par Émile de Girardin et par son ancien collaborateur devenu concurrent Armand Dutac de journaux à bas prix qui cherchent à fidéliser leur lectorat en demandant à des auteurs connus d'écrire dans le feuilleton de la Une des romans dont la diffusion s'échelonne sur plusieurs mois. Parce qu'ils cherchent toujours à répondre efficacement aux desiderata du public visé, le roman devient également populaire dans sa forme. Il se révèle ainsi identifiable par un certain nombre de procédés d'écriture spécifiques, dictés par une logique inhérente aux conditions de production, autant que par le mode de réception. Si des stratégies d'amplification et de répétition, le recours aux longues descriptions comme aux scènes dialogiques renvoient en effet aux impératifs de rendement d'écrivains payés à la ligne, les stratégies de simplification, d'explicitation et d'analepse sont quant à elles déterminées par le souci de favoriser la compréhension d'un public qui fait désormais de la lecture un acte de consommation courante. Les situations archétypales, les personnages manichéens, les sentiments exacerbés, tout montre que l'effet produit sur le lecteur est ce qui oriente la création. En effet, le roman populaire se doit de frapper le plus fort possible l'imagination et la sensibilité du public. Enfin, le roman s'avère populaire parce qu'il parle du peuple, non pas celui des petits employés, des boutiquiers et des artisans auxquels s'adresse réellement l'auteur, mais celui des bas-fonds, monde plein de mystères, auquel le lecteur n'a pas forcément accès, mais dont il perçoit tout de même la familière proximité. Se crée ainsi une mythologie moderne, celle des profondeurs de l'organisation sociale, dans lesquelles se côtoient la pègre et le prolétariat, mohicans et ouvriers, anciens forçats et chiffonniers, prostituées et mendiants. Profondeur largement fantasmée, apparentée à une cour des miracles modernes, avec sa kyrielle de clichés, sa hiérarchie, son idiolecte et son code d'honneur. De là émerge un nouveau type de héros, héritier des demi-dieux de la mythologie et des chevaliers errants, figure topique du surhomme, justicier et redresseur de tort, adulé par le lecteur en mal d'aventure. Si le roman populaire parle du peuple au peuple, les écrivains eux-mêmes sont rarement issus du peuple. Cette inadéquation sociale entre l'auteur et son lectorat pose d'emblée la question de l'idéologie propre à l'œuvre. Faut-il en effet comprendre que le roman populaire quant à son objet, devenant populaire quant à son succès, ne tarde pas à devenir populaire quant à ses idées? Ou bien, le roman populaire reflète-t-il les peurs et les angoisses d'un milieu, celui de l'auteur, en l'occurrence la bourgeoisie, devant la montée des classes dangereuses, des criminels et des ouvriers confondus? La question, qui divise les critiques dès l'origine du genre, se cristallise autour du phénomène que constitue la publication dans le Journal des débats du 19 juin 1842 au 15 octobre 1843 des Mystères de Paris d'Eugène Sue. Aristocrate allemand déguisé en ouvrier, le personnage principal, Rodolphe de Gerolstein, expie ses fautes par une descente philanthropique dans la fange d'une société dont il s'agit de secourir les misérables, sauver les âmes et punir les méchants.
Ces aventures connaissent un succès rarement égalé, dont on peine aujourd'hui à mesurer l'ampleur. L'ambition narrative d'Eugène Sue apparaît dès les premières lignes de son roman. Je cite. « Ce début annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénétrera dans des régions horribles, inconnues. Des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ces cloaques impures comme les reptiles dans les marais. Tout le monde a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, a tracé les mœurs féroces des soldats, leur langue pittoresque, poétique, les 1000 ruses à l'aide desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis. On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes en songeant que si près d'eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares, que les habitudes sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation. Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d'autres barbares, aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous. Nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repères où ils vivent, où ils se rassemblent, pour concerter le meurtre, le vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes. Lorsque revendiquant la filiation de ces mystères avec l'œuvre de Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, Sue dresse un parallèle entre les bas-fonds de Paris et les contrées inhospitalières du Nouveau Monde, il apparaît clairement que son projet initial consiste moins à peindre les conditions de vie misérables du prolétariat qu'à donner à lire un roman noir décrivant les mœurs criminelles de l'incarnation urbaine de ces sauvages amérindiens. En somme, son ambition première est moins de s'intéresser aux classes laborieuses qu'aux classes dangereuses. Une importante inflexion de son projet semble néanmoins intervenir en cours même d'élaboration, encouragée d'une part par l'engouement d'un lectorat qui n'hésite pas à participer par ses suggestions écrites à l'écriture du roman, mais d'autre part par les liens de plus en plus étroits qu'Eugène Sue, jeune dandy mondain, bourgeois légitimiste et rejeton d'une famille d'éminents médecins, entretient de plus en plus avec les fourriéristes. De feuilleton en feuilleton, et bien que publié dans un journal conservateur, Eugène Sue semble en effet prendre de plus en plus conscience de sa mission humanitaire et assume son rôle de représentant du prolétariat et de ses aspirations. Comme le note Louis Chevalier dans son célèbre Classe laborieuse, classe dangereuse, c'est bien le peuple qui a lui-même orienté la description qu'Eugène Sue proposait de lui, jusqu'à en faire, par une véritable contrainte collective, son plus fidèle portrait. Le roman passe d'ailleurs pour avoir, je cite, révélé à ceux qui l'ignoraient la condition des humbles, en même temps qu'il a donné une conscience sociale à des milliers de malheureux, au point que certains critiques voient dans les mystères de Paris l'une des causes de la Révolution de 48. Néanmoins, le roman d'Eugène Sue n'échappe pas aux critiques acerbes de ceux que sa conversion idéologique laisse incrédules. Dans son essai sur le roman feuilleton, Umberto Eco analyse d'ailleurs les reproches énoncés par la gauche de l'époque, persuadée des intentions purement commerciales de l'œuvre. Le célèbre critique russe Vissarion Bielinski est l'un des premiers à imputer à Eugène Sue, je cite, « l'idée lucrative de spéculer sur le peuple. Projet détestable, dit-il, d'un honorable bourgeois au sens complet du terme, un philistin constitutionnel petit bourgeois, qui donne du prolétariat une image caricaturale et réactionnaire. » Voilà ce qu'il dit. Lorsque dans son roman, il dépeint le peuple français, il parle d'Eugène Sue, il le considère en vrai bourgeois, d'une façon simpliste. C'est à ses yeux une plèbe affamée, déguenillée, vouée au crime par l'ignorance et la misère. Il ignore les vices et les vertus véritables du peuple, il ne soupçonne pas que le peuple a un avenir, que n'a plus le parti aujourd'hui triomphant et au pouvoir. Parce que le peuple a la foi, l'enthousiasme, la force morale. Il souhaiterait que le peuple ne fût pas dans la misère, qu'il cessât d'être une plèbe affamée, déguenillée et souvent poussée au crime malgré elle, pour devenir une plèbe rassasiée, présentable et qui se conduirait bien, alors que les bourgeois, les actuels fabricants de lois, resteraient les maîtres de la France, une caste de spéculation hautement cultivée. Dans le même esprit, et répondant à l'engouement que manifeste le très hegelien critique littéraire Sfeliga, Karl Marx propose une analyse détaillée des mystères de Paris dans son essai « La Sainte Famille ». Son but est certes, dit-il, de liquider les derniers restes de l'idéalisme hegelien et de s'en démarquer très nettement par la négative, en montrant les impasses auxquelles il mène, mais également d'engager un débat entre différentes tendances du socialisme. Ce que Marx reproche au roman d'Eugène Sue, c'est de mettre en scène un héros qui mène un combat contre le mal au nom de valeurs qui, à la réflexion, apparaissent essentiellement bourgeoises.
En somme, chez Eugène Sue, le bien reste éminemment bourgeois. Pour illustrer sa critique, Marx examine, entre autres, les relations que le protagoniste entretient avec deux personnages du roman. Le Chourineur, un tueur notoire, et Fleur de Marie, une jeune prostituée. Au début du récit, Rodolphe rencontre donc le Chourineur dans une rue sombre, alors que celui-ci est en train de brutaliser Fleur de Marie. La correction que lui inflige Rodolphe provoque d'emblée le respect du criminel et amorce son amendement. Rodolphe se lance alors dans la mission de faire l'éducation de l'ancien tueur afin de permettre sa métamorphose en un être moral. Pourtant, derrière cette apparente conversion au bien, Marx voit davantage la marque d'un dressage idéologique dont Rodolphe tire hypocritement parti. Le Chourineur réforme sa vie dans le sens de la bienséance, dit Marx. Bienséance du petit bourgeois dont il mime l'allure et le maintien, en même temps qu'il est utilement transformé en, je cite, un bulldog moral. Il est dépendant de son maître et prêt à se sacrifier pour lui. Marx étudie également le destin de Fleur de Marie et les transformations que lui impose sa rencontre avec Rodolphe. Contrainte à la prostitution par les circonstances malheureuses de sa vie et par les mauvaises rencontres, elle apparaît dès les premières pages auréolée d'une innocence juvénile. Le bien et le mal, dans l'esprit de Marie, dit Marx, ne sont pas les abstractions morales du bien et du mal. Elle est bonne, car elle n'a jamais fait de mal à personne. Confiée à Madame Georges et à l'abbé Laporte, que Rodolphe charge de sa conversion, Fleur de Marie prend alors conscience du péché dont elle devient lui-même tout l'esclave. Elle connaît désormais la honte, le repentir et la pénitence. Et Marx de conclure, je cite, « Au milieu de la déchéance extrême, elle avait gardé conscience de sa nature humaine, de son être vrai. Maintenant, la souillure de la société où elle vit devient sa nature intime. C'est-à-dire qu'elle se retrouve aliénée jusqu'à en mourir, aux préjugés bourgeois. » Pour Marx, le socialisme philanthropique d'Eugène Sue, qui repose sur le fantasme d'une association apaisée entre le capital et le travail, n'est rien d'autre qu'un réformisme bourgeois hypocrite, car non dénué de préjugés de classe. Comme le résume avec pertinence Marc Agent dans le roman populaire Recherche en paralittérature, je cite, « Les mystères de Paris sont un roman où la puissance historique du prolétariat est entrevue par un grand bourgeois intelligent et généreux dont le projet de contester l'organisation sociale est entravé par les contradictions idéologiques propres à sa classe. L'idéalisme de Rodolphe manifeste donc, si ce n'est un esprit réactionnaire, du moins un réformisme paternaliste qui légitime et conforte la bonne conscience bourgeoise. » Est-il pertinent d'extrapoler les conclusions que Karl Marx tire de sa lecture du roman d'Eugène Sue à l'ensemble de la littérature populaire? Bien qu'il paraisse à première vue réducteur de cantonner un genre littéraire aussi hétéroclite dans les limites d'une unité idéologique clairement définie, un certain nombre d'invariants thématiques et structurels sont de nature à conforter et à généraliser la thèse de Marx. En effet, la vision de la société que partagent les romanciers populaires est régulièrement conformiste. L'évocation des mœurs, des interdits et des tabous, comme la représentation du prolétariat, de la femme ou de l'étranger, ne déroge jamais aux préjugés de classe, ni aux convenances dictées par l'esprit bourgeois. De plus, le roman populaire fonctionne sur le modèle aristotélicien d'un retour à l'ordre dont le lecteur tire sa consolation. Les péripéties s'achèvent sur le triomphe de la justice, de la morale et du bien, et parce qu'il poursuit une quête avant tout personnelle, le héros ne cherche jamais à subvertir l'ordre moral, même lorsqu'il se retrouve volontairement ou non investi de la représentativité sociale ou politique. Ainsi, qu'il soit de nature réformiste, comme c'est généralement le cas avant 1948, ou qu'il évolue dans une veine plus réactionnaire sous le Second Empire, voire explicitement revancharde après 1970, le roman populaire est profondément marqué par la bienséance, c'est-à-dire par le sens des convenances conformes aux attentes du public. En cela, il ne se départit que très rarement de la bien-pensance bourgeoise. Qu'en est-il du comte de Monte Cristo? À toute fin utile, quelques mots de résumé du roman. L'intrigue débute en 1815 à Marseille. Edmond Dantès est un jeune marin à qui tout semble réussir. Nommé capitaine du Pharaon à la mort de son supérieur, il s'apprête à épouser la belle Mercédès. Son bonheur suscite l'envie de trois faux amis. Danglars, le comptable du navire, qui conteste l'autorité de Dantès et rêve de prendre sa place. Fernand, un jeune Catalan amoureux de Mercédès.
et Cadrousse, un voisin cupide. Ceci fomente un complot visant à dénoncer Edmond Dantès comme agent napoléonien. Le débarquement inopiné de l'empereur déchu au golfe Juan donne corps à leur dénonciation. Dantès est alors arrêté, traduit devant le substitut du procureur de Marseille, un certain Villefort, qui, par ambition personnelle autant que pour protéger son père bonapartiste, ferme les yeux sur l'évidente innocence de Dantès et le place au secret au château d'If, où celui-ci restera prisonnier pendant 14 ans. Pendant les années que dure son incarcération, et à la faveur des événements historiques, Danglars, Fernand et Villefort connaissent une irrésistible ascension et deviennent tous les trois membres de la haute bourgeoisie qui triomphe pendant la monarchie de Juillet. Danglars est désormais un riche banquier influent, Fernand, maintenant comte de Morcerf, siège à la Chambre des Pairs, et Villefort exerce la prestigieuse charge de procureur du roi. Pendant sa captivité, Dantès se lie d'amitié avec un autre prisonnier, l'abbé Faria, qui entreprend son éducation et lui révèle l'existence d'un fabuleux trésor caché sur l'île de Monte Cristo. À sa mort, Dantès parvient à s'échapper du château d'If, entre en possession du trésor et prépare sa vengeance contre ceux qui l'ont trahi. Lorsqu'il paraît entre le 28 août 1844 et le 15 janvier 1846 dans le journal des débats, le roman connaît un succès populaire immédiat, similaire à celui des Mystères de Paris. La comparaison entre les deux romans ne s'arrête néanmoins pas à la notoriété qu'ils recueillent. Ils mettent en scène des personnages qui partagent un grand nombre de points communs, notamment en ce qui concerne leur surhumanité. Ainsi, auréolés de mystère, Rodolphe de Gerolstein et le comte de Monte Cristo se définissent l'un comme l'autre par une identité complexe et travestie. Ils cachent leur passé et évoluent aisément dans un milieu qui n'est pas le leur. Rodolphe, aristocrate allemand, fréquente incognito les estaminets malfamés des bas-fonds urbains, lorsque Dantès, né dans le milieu modeste des marins marseillais, s'intègre avec une grande facilité dans la haute société parisienne. Il manifeste également des qualités physiques et intellectuelles qui font d'eux des êtres exceptionnels. Rodolphe inflige une correction au chourineur avec la même facilité que le comte de Monte Cristo met Cadrousse hors d'état de nuire. Rodolphe utilise son intelligence supérieure et son éducation aristocratique au service de l'élaboration d'une réforme du système pénitentiaire, tandis que la culture géographique, médicale, historique ou politique de Monte Cristo dépasse de loin les connaissances ordinaires et l'esprit habituel des hommes. L'un et l'autre cherchent à reconstituer un passé mystérieux et douloureux. Rodolphe est en quête de l'identité de sa fille, Monte Cristo s'acharne à retrouver la trace de ceux qui l'ont trahi. Pour réussir, chacun d'eux dispose de moyens extraordinaires permettant de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire et superflu. L'étendue de leur richesse leur permet en effet d'assouvir le moindre de leurs caprices. Enfin et surtout, Rodolphe et Monte Cristo se placent dans la posture du justicier qui, investi d'une autorité supérieure, châtie le méchant impénitent et récompense le bon qui souffre en silence. Malgré ces nombreuses ressemblances, les deux personnages s'opposent radicalement sur le plan idéologique. Rodolphe est un redresseur de tort dont le caractère humaniste s'exprime dans la création de sa ferme coopérative, dans son projet d'une banque des pauvres, dans sa volonté de réforme concentrationnaire ou encore dans son abolitionnisme. Monte Cristo, au contraire, détient la noirceur inquiétante du vampire. Davantage héros byronien, il n'est pas philanthrope. Il aide ceux dont il pourra tirer profit, récompense ceux qui lui ont témoigné de la fidélité. Peu soucieux du sort des pauvres, il s'allie volontiers à des bandits. Et surtout, il rejette la justice des hommes au profit de la radicalité du système talionique. En Italie, il se repaît d'ailleurs du spectacle d'une exécution à la mazzoletta, une sorte de guillotine, tout en louant la subtilité des supplices inventés par les civilisations orientales pour punir les coupables. À première vue donc, Rodolphe semble porter des valeurs plus positives que le héros dumasien. Pourtant, l'utopisme humanitaire qui préside à toutes ses actions, et grâce auquel il espère que les classes sociales parviendront à une meilleure compréhension mutuelle, cache mal, je cite, une idéologie sentimentalo-réformiste marquée par des réflexes bourgeois. Monte Cristo, quant à lui, apparaît contemporainément comme étant surhumain et inhumain. Il n'a en effet aucun intérêt propre dans le changement des institutions étatiques et ne cherche rien d'autre en dehors de la réalisation des plans qu'il a mûris eu égard à ses ennemis personnels.
C'est en réponse à l'injustice personnelle qu'il a subie qu'il cultive un individualisme radical, le détournant de toute velléité sociale. Mais là où la philanthropie de Rodolphe accuse un paternalisme bourgeois, il nous apparaît que l'individualisme de Monte Cristo engage de façon paradoxale une dénonciation de la bourgeoisie. Pourtant, l'idée ne semble pas aller de soi. Dans son ouvrage « L'endroit et l'envers, essai de littérature et de sociologie », Antonio Candido reconnaît plutôt, dans l'entreprise de vengeance personnelle de Dantès, une manifestation paroxystique de l'esprit bourgeois. Je cite ce qu'il dit. C'est pourquoi, au lieu de faire lire à ses enfants des livres édifiants, la bourgeoisie devrait les nourrir de doses massives du comte de Monte Cristo, portrait complet de la vengeance personnelle. La vengeance personnelle est la quintessence de l'individualisme. L'individualisme a été, et d'une certaine façon continue à vouloir être, l'axe de la conduite bourgeoise. L'homme qui se venge lui-même croit ouvertement en lui-même de façon puissante, et il considère les atteintes d'autrui à sa propre intégrité comme autant d'autres attentats à l'équilibre de l'univers. Une autovision semblable à celle du grand industriel qui justifie le déclenchement d'une guerre si elle est utile au mouvement de ses affaires. On peut émettre deux objections à la thèse selon laquelle l'assouvissement de la vengeance en tant que paroxysme de l'individualisme exprimerait un esprit bourgeois. Primo, si Monte Cristo est en effet guidé par une rancune toute personnelle, il n'en demeure pas moins que les personnages qu'il châtie sont représentatifs de l'ordre sociopolitique dans son ensemble. En Danglars, en Villefort, en Fernand de Morcerf, ce ne sont pas seulement ses ennemis qu'il démasque et abat, mais la nature corrompue des pouvoirs financiers pour Danglars, judiciaires pour Villefort, et militaires et politiques pour Morcerf. Tous sont parvenus au pouvoir par le crime et poussés par la seule ambition personnelle. En somme, détacher les ennemis de Dantès de la position qu'ils occupent au sein de la monarchie de Juillet n'a pas de sens, d'autant qu'ils sont précisément punis en fonction de l'activité même qui les définit. L'homme d'argent est puni par l'argent, l'homme de guerre est puni par les armes, l'homme de loi est puni par la loi. Secondo, l'affirmation d'Antonio Candido se montrerait pertinente si Monte Cristo ne cherchait que l'assouvissement d'une pure vengeance. Or, le comte est moins sensible au supplice vécu par ses ennemis qu'à l'expiation dont ils font l'expérience. Villefort, Fernand de Morcerf et Danglars ont accédé aux hautes sphères de la société à la faveur des événements historiques et de la manière dont ils ont su tirer parti des soubresauts politiques par des moyens parfois illégaux, immoraux souvent. Envieux, traîtres et ambitieux, ils ont commis des crimes, mais n'ont subi aucune des conséquences sociales, morales ou judiciaires qu'ils méritaient. Pire, leur réussite a légitimé leur absence de remords. Aussi, la complexité de la mise en œuvre de la vengeance par Monte Cristo, et c'est ce qui constitue l'originalité du récit que propose Dumas, s'explique-t-elle par la volonté de faire émerger dans une expiation forcée les remords auxquels chacun d'eux a tenté d'échapper. Prenons pour exemple de notre propos la vengeance que Monte Cristo inflige au personnage de Danglars. Au moment où Monte Cristo débute sa vengeance sur ceux qui l'ont trahi, Danglars est devenu un riche banquier, baron, chevalier de la Légion d'honneur et membre de la Chambre des députés. Il a tiré profit des troubles politiques de la fin de l'Empire et des débuts de la Restauration, et fait fortune en fournissant d'abord aux troupes françaises engagées dans la campagne d'Espagne le matériel nécessaire à leur expédition, puis en spéculant sur les fonds gagnés. Son mariage avec Mademoiselle de Narbonne, fille du chambellan du roi, lui assure alors les soutiens politiques nécessaires pour asseoir sa position, de sorte qu'il représente à lui tout seul la puissante bourgeoisie financière qui continue de prospérer sous la monarchie de Juillet. Il en incarne également les travers. Le récit le présente en effet comme le type du bourgeois arriviste, envieux et cupide. Malgré le soin apporté à son apparence, sa physionomie révèle déjà sa basse extraction, et sa figure, fort recommandable aux yeux vulgaires par ses cheveux magnifiques, trahit pourtant le caractère rusé et astucieux du serpent et la sévérité altière du vautour. Le texte le fait également paraître comme brutal, tant dans l'intimité du cercle familial que dans ses relations extérieures. La violente scène conjugale du chapitre 61 permet en effet de saisir la psychologie du personnage.
cynique au point d'accepter l'infidélité de sa femme avec Debray, et même d'ironiser à propos de l'intérêt pécuniaire que son amant trouve à la situation. Odieux lorsqu'il l'accuse d'avoir précipité la mort de son premier mari en le trompant avec Villefort, Danglars la met en garde contre ses dépenses irréfléchies et révèle du même coup son caractère égoïste et la cupidité sans borne avec laquelle il sacrifie tout sur l'autel du gain. Voilà ce qu'il dit à sa femme. « Je suis brutal, non seulement je le sais, mais je m'en vante. C'est un de mes moyens de succès dans mes opérations commerciales. Pourquoi, au lieu de tuer, votre premier mari s'est-il tué lui-même? Parce qu'il n'avait pas de caisse à sauver. Mais moi, je me dois à ma caisse. » Volontiers fat, c'est un homme de 50 à 55 ans qui cherche à en paraître 40 et qui arbore, avec une prétention ridicule, les signes extérieurs de réussite sociale et politique. L'énorme diamant et le ruban rouge qu'il porte à son habit, de même que la lourde somptuosité et le fastueux mauvais goût de ses appartements, témoignent assez de la trivialité caractéristique du nouveau riche, dont l'obsession réside autant dans l'accumulation sans fin de gains que dans la jouissance suscitée par l'idée d'être soi-même un objet d'envie pour les autres. Danglars demeure alors incapable de toute pensée et de toute action qui ne soit dictée par les besoins du maître absolu qu'il s'est donné, la richesse. Bourgeois fraîchement anobli, le baron Danglars entretient également une relation ambiguë avec l'aristocratie dont il s'est rapproché sans en faire partie. Le soin qu'il prend à se prétendre populaire cache mal sa propre envie envers ceux qui jouissent du privilège héréditaire du rang. C'est pour cette raison que lorsque Monte Cristo valorise devant lui la noblesse de Morcerf, qu'il feint de croire ancienne et prestigieuse, Danglars ne peut alors s'empêcher de répondre, je cite, « Quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte, de sorte qu'il ne l'est pas. » Danglars ne manque d'ailleurs jamais lui-même l'occasion de se faire appeler baron. De plus, outre l'immense richesse qu'il prête à Andrea Cavalcanti, le prétendant de sa fille, c'est son titre de prince qui finit de l'éblouir au point de décider de rompre les fiançailles entre sa fille et Morcerf au bénéfice de celui qui se révélera finalement n'être qu'un bagnard en rupture de ban. Enfin, alors qu'il a fui à Rome, il est encore flatté par les égards que les étrangers semblent avoir pour lui et s'enorgueillit de s'entendre appeler Excellence. Pourtant, Danglars revendique ses origines modestes. Il explique en effet ne jamais avoir oublié d'où il est parti. Il semble faire peu de cas des titres de noblesse des autres, et à sa première rencontre avec Monte Cristo, il omet d'utiliser celui qui lui revient. Il se présente alors, avec l'apparence de la modestie, comme un homme du peuple, qui n'aime pas qu'on renie ses origines, et révèle sans mal à Monte Cristo qu'il n'est qu'un parvenu, un petit commis qui a réussi. Il affiche également, à certaines occasions, un mépris sarcastique pour les aristocrates. Au moment où il apprend qu'un mystérieux comte recommandé par la banque Thompson et French demande un crédit illimité chez lui, il ironise et voit dans cette fortune immense la preuve irréfutable de la rupture du débiteur, car, dit-il, si c'était un vrai comte, il ne serait pas si riche. L'attitude de Danglars se veut donc typique de l'individualisme libéral de la haute bourgeoisie du XIXe siècle, qui assoit sa domination en faisant table rase de la croyance en la supériorité naturelle d'une caste privilégiée et qui impose progressivement ses valeurs sur celles de la société aristocratique qu'elle remplace et imite tout à la fois. Née la nuit du 4 août 1789, la société moderne égalitaire, créant un individu dépouillé de toute transcendance, remet en effet en cause les prérogatives et les avantages de la noblesse, de sorte que l'hégémonie nouvelle de la bourgeoisie ne repose plus sur les anciennes valeurs aristocratiques, celles de l'orgueil du sang, du sens de l'honneur et de la certitude d'appartenir par nature à la race des meilleurs. Aussi le bourgeois ne se définit-il pas a priori, mais s'identifie-t-il à ce qu'il possède. Dès lors, bien plus que porter le nom de baron ou de pair de France, cet être millionnaire qui semble, aux yeux de Danglars, constituer, je cite, le plus beau titre sous la royauté de Juillet. Tout au long du siècle, la bourgeoisie ne va donc avoir de cesse de chercher à légitimer la nouvelle hiérarchie sociale dont elle constitue désormais le sommet. Il n'est certes plus question de justifier les contrastes de fortune et de position par une quelconque supériorité héréditaire, comme dans la noblesse de l'Ancien Régime. Cependant, les inégalités qui existent dans la société
ne sont pas seulement à mettre au crédit des différences de mérite, des qualités individuelles ou professionnelles, des qualités de caractère et de valeur morale. La réussite sociale, qui s'exprime par l'argent amassé, est également et surtout interprétée comme le signe d'une élection particulière, grâce à laquelle le bourgeois croit en sa supériorité individuelle. C'est d'ailleurs l'un des aspects fondamentaux qui rapproche, selon Max Weber, l'esprit du capitalisme de l'éthique protestante. En effet, pour le sociologue, le dogme de la prédestination pose un problème majeur à de nombreux calvinistes, parce qu'ils ne peuvent jamais être certains de faire partie des élites. Devant le risque réel que cette idée le fasse sombrer dans le désespoir, le croyant ne peut s'empêcher de se livrer à une recherche de signes, dit-il, qui lui permet de s'assurer et de découvrir que finalement, il est prédestiné au salut. Certes, l'action morale ne peut en aucun cas favoriser son salut, qui reste immérité, mais elle constitue la preuve de l'action de la grâce chez lui. Le raisonnement bourgeois fonctionne sur le même mode. À l'instar du fidèle, convaincu de son salut, qui atteste ce salut par les résultats objectifs de son action, le bourgeois légitime le sentiment de sa supériorité individuelle par la quantité de biens accumulés, en faisant un signe tangible de son élection. De là naît sa bonne conscience, qui va dès lors justifier les moyens utilisés par la fin envisagée, et éviter aux bourgeois, dont la réussite est souvent entachée par des pratiques condamnables sur le plan éthique ou légal, de ressentir le poids de sa culpabilité. C'est exactement ce qui arrive à Danglars devant le succès de sa traîtrise envers Dantès. Je cite, « Danglars comprit toute la portée du coup dont il avait frappé Dantès en voyant revenir Napoléon en France. Sa dénonciation avait touché juste, et comme tous les hommes d'une certaine portée pour le crime et d'une moyenne intelligence pour la vie ordinaire, il appela cette coïncidence bizarre un décret de la Providence. Interprété comme un décret de la Providence, le crime se trouve justifié par le bénéfice qu'il apporte. Débarrassé de Dantès, Danglars devient capitaine à sa place. Fuyant l'éventualité d'un retour vengeur, il part en Espagne et profite de circonstances extrêmement favorables pour faire fortune. Cette idée éclaire la façon dont il faut comprendre le châtiment que Monte Cristo réserve à Danglars. Il le contraint à se déposséder de tout son argent. À première vue, la peine qui touche celui qui est le principal instigateur de la trahison qu'a subi Dantès semble moins violente que celle réservée à Villefort, qui sombre dans la folie, et à Fernand, qui est poussé au suicide. Danglars est certes ruiné, contraint de donner aux brigands qui le retiennent prisonnier la quasi-intégralité de l'argent qui lui reste, mais il sort vivant de cette épreuve. Pourquoi une telle clémence? Parce que le but poursuivi par Monte Cristo n'est pas uniquement d'apaiser sa soif de vengeance, mais également de susciter les remords du criminel en lui faisant prendre conscience du mal qu'il a commis. Or, nous l'avons dit, le bourgeois vit sa réussite avec une bonne conscience qui l'empêche d'éprouver le moindre remords pour ses fautes. Cependant, le bourgeois ne reste bourgeois que tant qu'il réussit. En effet, alors que l'aristocrate ruiné demeure noble, crédité des vertus de sa race qu'on refuse aux roturiers riches et à fortiori déchus, le bourgeois désargenté perd par définition son statut de bourgeois. Tel est le sort de Danglars, qui, dépouillé de tout son argent, perd son statut et avec lui sa bonne conscience. Sa ruine est absolument nécessaire pour le faire accéder au remords puis au repentir. Prisonnier et tenaillé par le manque de nourriture, sa propre misère l'engage à ressentir de l'empathie envers, je cite, ceux qui sont morts de faim par sa faute, et à éprouver de la contrition en repensant à celui sur lequel il a marché pour se hausser jusqu'à la fortune. Merci. Il y a une question adressée à ce très bel exposé. Oui, moi je voudrais revenir sur la position de l'écrivain en fait, et les critiques qui ont été adressées à Eugène Sue. Et vous demander en fait les catégories compréhensibles justement, enfin les catégories appartenant au peuple, les bourgeois, les classes sociales en fait, est-ce qu'elles permettent vraiment d'aborder les nuances propres à l'écriture? Parce qu'en fait finalement ce qu'il y a derrière c'est que le geste même d'écrire
me semble détacher l'écrivain de son sujet populaire. Et il y aurait comme un fossé indépassable. Et est-ce que les catégories comme ça, pour penser c'est un bourgeois qui écrit sur le peuple, sont vraiment aptes en fait, est-ce qu'elles sont assez fines? On sait par exemple qu'il y a des auteurs, Pierre Michon par exemple, qui écrit sur le peuple, ou sur des personnages, des vies minuscules, avec une langue très soignée et il trouve un malaise. Comment on pourrait envisager cette question Moi, il me semble que le problème qui est lié au statut de l'écrivain par rapport à son lecteur et à son lectorat vient ici uniquement du fait qu'on se revendique être un écrivain populaire. Et donc que ça implique une réflexion autour de ce qu'est le peuple, ou en tout cas de ce que doit être la littérature qui est faite pour le peuple. Donc à partir du moment où un écrivain réfléchit à la façon dont il écrit par rapport à qui il s'adresse, et donc là, au peuple, évidemment, on va s'interroger sur l'idéologie qu'il y a derrière, forcément. Et qu'en effet, vous avez raison, l'écrivain est toujours détaché, c'est un écrivain, il est forcément détaché par définition de ses appartenances en étant écrivain. Mais il me semble que dans cet exercice particulier qui est celui du roman feuilleton et du roman populaire du XXe siècle, il est très très difficile de ne pas penser, c'est ce que Marx disait, c'est ce qu'on disait notamment dans les 60-70, d'où est-ce que tu parles? Cette question des marxistes dans les années 60-70, d'où est-ce que tu parles? Voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éthos. Et l'éthos d'un écrivain qui écrit un roman populaire, il est très important à comprendre. Voilà. Notamment au XIXe siècle. C'est vrai que c'est moins important pour nous. Genre, on lit Eugène Sue, on lit Les Mystères de Paris, on se fiche à peu près de savoir qui était Eugène Sue. Je pense que c'est plus important pour la réflexion philosophique et politique surtout au XIXe siècle autour des classes populaires et des classes bourgeoises. Voilà. Oui. En complément, enfin je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il me semble que pour moi, parce que c'est un roman populaire, la question de l'appartenance de l'auteur, elle est plus importante que pour un roman qui ne se revendiquerait pas populaire. D'accord. Voilà. Mais elle continue de se poser quand même. Mais effectivement, oui. Oui, c'est des questions qui se posent, qui se sont posées au XIXe siècle. Alors, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Juste peut-être une remarque, puisque tu parlais de la famille Danglars, tu as parlé d'Hermine Danglars. Peut-être que dans l'exposé, on n'a pas assez vu finalement la morale de la famille Danglars, puisque Eugénie Danglars est finalement la seule qui parvient à ne pas être bourgeoise au même titre que son père, puisque c'est la seule qui se sauve. Et il me semble que si Danglars reste vivant, c'est aussi pour voir peut-être la réussite de sa fille qui part avec sa maîtresse de piano. Et je pense que là, il y a une belle morale de la part de Dumas qui fait une sorte de pied de nez à la bourgeoisie en disant que finalement, ce qui peut sauver la bourgeoisie, c'est l'art. Oui, ce qui n'est pas, du coup, qui va dans le même sens que c'est effectivement, oui, c'est vrai qu'on pourrait prendre d'autres personnages en effet, et que la fille de Danglars, en tout cas, son destin personnel à elle, signifie quelque chose de ce type-là, effectivement. Et c'est très très frappant de voir d'ailleurs Danglars survivre là où les autres personnages ne survivent pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et alors que on a toujours l'impression que c'est celui qui était au cœur de l'intrigue, au cœur de la machination, et c'est celui qui, en apparence, s'en sort le mieux, en fait, par rapport aux deux qui deviennent complètement fous, parce que maintenant il perd la raison quand il comprend que tout le monde est empoisonné dans sa famille. Enfin, ouais, voilà, le comte de Morcerf est abandonné par sa femme, par son fils, donc c'est vraiment très très violent, et il se suicide d'ailleurs. Et Danglars est le seul qui reste, voilà, et c'est vrai que ça pose question. Et effectivement, il y a probablement d'autres raisons qui poussent justement Monte Cristo à le laisser. C'est presque un conte philosophique. Oui, c'est ça, on est presque dans l'apologue. Oui, c'est ça. Très clairement. Oui. Finalement, est-ce que c'est pas le statut du public qui détermine ce que pourrait être un auteur populaire? Parce que, au fond, et qu'aujourd'hui on est pris dans une
dans des conflits similaires. Par exemple, il y a des formes littéraires, des expressions, disons, pop populaires, pop philosophiques, etc., qui sont négligées, comme la science-fiction, dans la mesure, la science-fiction par exemple, dans la mesure où elle s'adresse à un type de public particulier. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas eu là la création au fond par l'auteur d'un public qui lui donne, à lui, un statut populaire que souvent les intellectuels, entre guillemets, ont du mal à percevoir. La réaction de Marx, elle est assez... la réaction de Marx, elle est quand même assez étrange, je dirais, d'autant plus que, par exemple, si je me rappelle bien au début du roman, tout le statut de la famille, dont on sent bien quelque part une affinité avec la question même de la Sainte Famille. Je veux dire, dans le roman, que je ne me rappelle plus trop néanmoins de l'intrigue, mais je me souviens qu'au début, le statut du mariage était extrêmement important pour accéder à la noblesse en tant que le mariage donnait une particule à celui qui n'était pas reconnu du point de vue de la morale, du point de vue social, uniquement par le biais de l'argent, et donc la nécessité du mariage, la Sainte Famille subsiste pour venir légitimer au fond toute l'idée même de réussite. Oui. C'est au XIXe siècle que commence la distinction entre la distinction qu'on fait aujourd'hui entre la littérature, aujourd'hui on appellerait la littérature de gare, voilà, et la grande littérature. Avant le XIXe siècle, ça n'existe pas. Et ça existe pour une bonne et simple raison. Pourquoi ça n'existe pas avant? Parce que les gens ne le disent pas. C'est-à-dire que l'accès à l'alphabétisation, mais avec des prix, parce que, par exemple, là j'ai les livres dans les années 1820-1850, ils sont vendus 7 francs. Le salaire quotidien d'un ouvrier, c'est 4 francs. Une bonne gagne 60 centimes. Voilà. Et donc, en fait, c'est des prix qui sont tellement prohibitifs que le lectorat n'est pas là. À partir du moment où l'accès à l'alphabétisation est de plus en plus là, et qu'il y a des conditions dont j'ai parlé au début, pour le coup, beaucoup plus de personnes lisent, et donc on s'intéresse à elle, d'autant plus que au départ, la littérature populaire, c'est fait pour faire de l'argent, parce que c'est fait pour, en fait, c'est fait pour faire acheter des journaux. Mais ça passait par le journal. C'est ça, et c'est pour ça que Girardin, qui est le grand journaliste de l'époque, le grand patron, qui est d'ailleurs le mari de Delphine de Girardin, qui est un écrivain qui a beaucoup d'influence, parce qu'elle sent le salon et qu'elle connaît beaucoup Hugo, Dumas, etc. Mais lui, c'est quelqu'un qui se dit, et c'est après la Révolution de 1830, en fait, et avec les lois de la presse qui sont un peu plus favorables, mais les lois de la presse sont un peu plus favorables, mais il y a plus de censure politique. Et donc en fait, lui, il se dit, je vais créer des journaux à très bas prix, qui sont apolitiques. Mais pour rentabiliser ces journaux, il me faut beaucoup de lecteurs. Et comment on fait pour avoir beaucoup de lecteurs? Eh bien, on prend les quelques écrivains qui sont un petit peu à la mode, Balzac, c'est avec Balzac qui va commencer. Puis après, je me suis, puis après, voilà. Et donc, à la fin, à la une, dans le feuilleton de la une, c'est pour ça que ça s'appelle un feuilleton, de la une, on écrit et on fait écrire, voilà. Et donc, en fait, tout dépend, pourquoi on s'adresse au peuple, parce que c'est lui qui va acheter le journal. Et donc, en fait, tout dépend de ça. Et donc, cette littérature populaire qu'on voit aujourd'hui, avec parfois un peu de condescendance dans l'univers universitaire, ou même du secondaire, et bien en fait, ça naît du 19e siècle. Et donc, à partir de là, toutes les problématiques autour de ces ouvrages-là, de leurs marques précises, et la question donc de ce qu'on appelle la littérature de genre, va débuter là. Et c'est pour ça qu'au XIXe siècle va émerger le genre fantastique, le roman policier, qui fonctionne de la même façon en fait que le roman de voilà, et donc et après donc, le roman policier à énigme, le thriller, etc. Et c'est vrai que c'est au XIXe siècle que ça commence tout ça. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si